La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR BPGO Business Club. Nous sommes très heureux de vous retrouver depuis ce magnifique écrin de l'Atrium à Polaris, mais sans public pour des raisons, vous le comprendrez aisément, de distanciation physique. Merci en tout cas. L'économie décryptée par ceux qui la font va s'attacher à un fleuron de notre territoire, de la Bretagne et même à travers le monde, car ils sont particulièrement nombreux à supporter un club, des couleurs, rouge et noir, le Stade Rennais Football Club, par le biais de ses deux présidents. Ils vont venir nous rejoindre dans un instant, mais énormément de questions, avec une saison qui d'ores et déjà est qualifiée comme historique avec cette Champions League, et puis bien sûr des chroniqueurs affûtés pour poser toutes les questions. Hervé Lejeune, on va donner la tonalité tout de suite avec l'intitulé du débat. Eh bien, bonjour Stéphane, le Stade Rennais du spectacle à la réalité. Je vous demande d'accueillir, mais on aurait fait salle comble, il y aurait eu près de 350 personnes ici à l'Atrium si le public avait été autorisé. Je vous demande quand même d'accueillir Nicolas Olveg, président délégué du Stade Rennais Football Club, et Jacques Delanoë, le président du conseil d'administration du Stade Rennais. Bonsoir à vous deux, grand merci d'accepter l'invitation de ce TVR BPGO Business Club. Président Olveg, une émission de télé un peu comme un match de foot sans public, c'est parfois un peu triste, mais on va quand même essayer vraiment de donner le meilleur parce que, avant tout, c'est le résultat qui compte. C'est vrai qu'un match de foot sans public, c'est particulièrement triste. Donc j'espère que ce soir, ça ne va pas être le cas. On espère vraiment pouvoir faire revenir du monde au stade très rapidement pour qu'on retrouve tous un peu de moments de joie collective. Ça fera du bien à tout le monde. Donc j'espère qu'on sera entendu. Nicolas Olveg, pour brosser ce portrait, vous avez 49 ans, vous êtes vosgien d'origine, vous avez eu vraiment une grande histoire avec ce très beau club de Nancy, parce qu'à Nancy, vous avez pratiquement tout fait dans ce club. Non, tout fait, c'est un grand mot. Disons que j'ai eu la chance d'arriver stagiaire juste après mes études et de tomber sur une personne exceptionnelle qui est le président Jacques Rousselot, à qui je dois, je pense, ce que j'ai pu accomplir ensuite. Et c'est vrai qu'il m'a fait gravir tous les échelons, il m'a pris sous son aile et j'ai eu la chance de pouvoir finir vice-président de ce club grâce à son support. Après avoir dirigé aussi l'aspect commercial. Donc vous êtes quelqu'un de très complet dans le milieu du football et l'actionnaire, la famille Pinault aussi a certainement recherché toutes les qualités car vous cochiez toutes ces cases. Nommé à Monaco en 2014, là vous allez aussi connaître, même avant l'heure, l'éclosion de très grands joueurs comme Kylian Mbappé. Monaco, c'était vraiment un club d'un autre standing aussi, avec un riche passé. C'est vrai que je suis arrivé au moment où le club changeait de dimension aussi, puisque le président Ribolovlev arrivait et constituait une équipe incroyable. C'était le plus gros mercato d'Europe à ce moment-là. Et j'ai eu la chance de monter dans le train quand il le fallait. Et j'ai vécu 5 années et demie exceptionnelles, avec un titre de champion de France, une demi-finale de Champions League, donc une autre expérience. Oui, et puis des grands joueurs, on parlait de Mbappé, mais on parle aussi de Falcao ou de Martial. Enfin bon, une équipe et un club aussi qui sait former des joueurs, parce que si on remonte vraiment au Thierry Henry, Emmanuel Petit et tant d'autres, c'est un club formateur. Et je pense qu'en venant au Stade Rennais, l'aspect formation, bien évidemment, vous regardez ça de très près. Oui, déjà à Nancy, le centre de formation Oui. était un élément très important du club. Et c'est vrai que c'est dans ma culture, la formation fait partie d'un club. Et le Stade Rennais a toujours atteint l'excellence dans la formation. Et comme je l'ai dit depuis le début, la formation doit être vraiment un de nos piliers. Et beaucoup de jeunes du centre doivent nous rejoindre dans l'équipe première. C'est le cas actuellement avec Eduardo, avec Brandon Sopi. Il y a tellement de joueurs du centre qui sont avec nous. Et ce sera encore plus le cas dans l'avenir, j'espère.
Alors, ils sont très impatients de vous poser des questions, mais on va aussi dresser le portrait très rapide de Jacques Delanoë, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Jacques Delanoë, qui est le président du conseil d'administration du Stade Rennais Football Club, vous, c'est vraiment l'ancrage territorial. Vous, le Rennais, vous avez fait toute votre scolarité à Saint-Vincent. Oui, là où l'a fait François-Henri Pinault aussi. Effectivement. Oui, moi je suis président du conseil d'administration, donc c'est une belle preuve de confiance de la famille Pinault, et je les en remercie et je m'en honore. Et puis après, dans ma feuille de route, il y a effectivement la Bretagne, puisqu'il ne faut jamais oublier que Monsieur Pinault ou la famille Pinault a racheté le Stade Rennais, mais pas comme Ibrahimovic a racheté Chelsea, comme un milliardaire qui rachète un club. Ils ont racheté le Stade Rennais parce que c'est Rennes, parce que c'est le Stade Rennais, parce qu'ils habitaient route de Lorient, juste en face le stade. Et donc la volonté, c'était de rendre à la Bretagne. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'on soit très vigilant sur cet ancrage breton de notre cher Stade Rennais. Et ça, c'est effectivement ma mission. Cet ancrage, vous l'avez toujours eu. Votre père s'occupait aussi, avait déniché les terrains de Citroën à l'époque, qui aujourd'hui est le groupe PSA. Et je sais même que votre histoire d'amour avec le Stade Rennais, c'est une histoire de toujours, parce que vous avez même la particularité d'être venu la première fois à 7 ans pour inaugurer les lampadaires et l'éclairage en nocturne. C'est presque vrai. Moi, j'ai une histoire d'anniversaire avec le Stade Rennais, parce que pour l'anniversaire de mes 8 ans, donc en 1967, mon père m'avait emmené effectivement pour la première fois au stade de la Route de Lorient. On était loin de parler du Roison Park pour l'inauguration de l'éclairage du stade, avec un match alors je me rappelle plus du score et tout, mais je sais que le match était assez particulier parce que ça ne se fait plus aujourd'hui. C'était le Stade Rennais contre la Pologne. Et à l'époque, l'éclairage du Stade Rennais était réputé comme le plus récent et le meilleur de toute la France. On avait une installation nocturne exceptionnelle. En tout cas, ça vous a permis de voir tout à fait juste, y compris dans votre monde professionnel. On va dire que vous êtes un publicitaire et un communicant de très haut rang. Vous avez passé de très nombreuses années aux côtés de Jacques Ségala, 25 ans. Donc c'est une grande histoire qui dure. Et puis, Nicolas Olvec, vous avez à côté de vous, il le dit, c'est une patte de lapin, parce que ces 60 ans, c'était au Stade de France. Et je dis que c'est une affaire le jour de la finale de la Coupe de France, remportée face au Paris Saint-Germain. C'est le plus beau cadeau qui puisse jamais m'arriver, c'est qu'effectivement, le 27 avril 2019, au Stade de France, on récupère cette magnifique coupe dont on rêvait, en étant mené 2-0 à partir de la 20e minute. Donc on revenait de loin, mais on a été la chercher, et c'est un souvenir effectivement exceptionnel. Histoire de bien montrer qu'on est dans une émission économique, Nicolas Olvec, le Stade Rennais Football Club, c'est une véritable entreprise avec un nombre de salariés conséquent, avec un bilan, un chiffre d'affaires. C'est une entreprise à part entière, particulière, mais à part entière. Oui, c'est une vraie entreprise, c'est 220 équivalents de temps plein, donc ce sont beaucoup de collaborateurs. La particularité d'un club de foot, c'est que c'est une entreprise privée, mais qui appartient à la collectivité, parce que tout le monde veut s'approprier le club de foot de sa ville, de sa région. C'est ce qui rend aussi difficile la gestion d'un club de foot, puisqu'on doit rendre des comptes tout le temps. On est sous les feux des médias en permanence, donc ça complexifie un peu les décisions à prendre, puisqu'on doit toujours rendre compte de ce que l'on fait à la collectivité. Alors j'ajouterais juste une chose, c'est qu'on est sous la dictature du très court terme, puisque en fait c'est le match du week-end suivant qui compte, et puis après c'est binaire. On gagne, on est encensé, on perd, on est des bons à rien. Et cette dictature du court terme, elle est nécessaire et elle est incontournable. Mais en même temps, si on veut faire progresser un club, et on le voit bien avec le Stade Rennais depuis 3 ans maintenant, et même avant, l'affaire n'est pas une affaire de court terme, c'est justement une affaire de moyen et de long terme pour pouvoir avoir une vraie politique de progrès. Et on sent que vraiment on a franchi quelques étages, et puis en tout cas on va avoir l'occasion de pénétrer vraiment dans le monde de cette entreprise avec nos chroniqueurs. Avant cela, eh bien c'est notre rendez-vous à la Chambre de métier 35, et c'est avec Claire Grilliot.
Bonsoir Claire. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Ce mois-ci, dans la chronique consacrée à l'artisanat, Philippe Plantin nous parle du rôle des artisans dans la préservation du patrimoine et les formations disponibles pour y contribuer. Direction l'Art du Bois à Chavagne pour cette chronique de la Chambre de métier et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine. L'artisanat se compose de multiples facettes. Chacune d'entre elles perpétue savoir et tradition. Savez-vous combien nous sommes chaque année à découvrir notre patrimoine national ? Eh bien, nous sommes plus de 12 millions à participer aux Journées du patrimoine. Dans le secteur de l'artisanat, nombreuses sont les entreprises qui œuvrent pour la conservation, l'entretien, la restauration de bâtisses, comme le Parlement de Bretagne, les Forges de Pimpon et bien d'autres pépites bretonnes. Ces savoir-faire, l'ébénisterie, la menuiserie, nous les retrouvons ici, dans les ateliers L'Art du Bois. Entreprise créée en 1969 et aujourd'hui tenue par Nicolas Chanclou, l'atelier L'Art du Bois œuvre à la rénovation des bâtiments du patrimoine et monuments historiques sur le bassin brétilien. Cette équipe de compagnons apporte sa touche personnelle dans les nombreux projets, tous différents les uns des autres. À la Faculté des métiers, vous trouverez des formations liées à la rénovation du patrimoine. L'ébénisterie, le staff, la maçonnerie, la peinture. En somme, des métiers d'art et des métiers du bâtiment. Si, comme les artisans qui travaillent derrière moi, vous souhaitez vous aussi envoyer du bois, alors rejoignez l'artisanat. Voilà, de retour pour cette émission consacrée au Stade Rennais Football Club. Ils ont terminé leur échauffement pour poser leurs premières questions. On va démarrer avec vous. Vous nous rappelez, Hervé Lejeune, délégué général de l'UE35, la thématique et votre première question à suivre. Le thème, le Stade Rennais, du spectacle à la réalité. On va rester à la télé. On va parler un peu de droits de retransmission de télé. Juste pour avoir un peu une idée de chiffres, d'abord, la billetterie dans vos recettes, ça correspond à combien ? Et dans la situation actuelle de Covid, où évidemment vous avez beaucoup moins de public, est-ce que les droits de retransmission télé ont été renégociés? Et de façon générale, comment vous les négociez? Est-ce que vous avez la main ou pas dessus? Alors, les droits télé ont été cédés par les clubs à la Ligue de football professionnel. Donc ce ne sont pas les clubs qui négocient, c'est la Ligue qui négocie au nom des clubs. Et après, les clubs se chargent de la répartition du montant de ces droits, déjà entre la Ligue 1 et la Ligue 2, et puis au sein de chaque ligue, entre les clubs. Donc on n'a pas la main sur ces droits, on les a cédés. La billetterie, aujourd'hui, si on prend le budget hors trading joueur, il y a plusieurs postes de recettes, donc les droits télé, les sponsors et la billetterie. Et la billetterie représente un petit peu moins de 10% de ce chiffre d'affaires. On renégocie ou pas les droits télé dans le contexte actuel? Alors actuellement, l'actualité montre qu'on a un problème avec notre diffuseur, qui est un nouvel arrivant, Mediapro. Les droits ont été négociés en 2018 avec un contrat exceptionnel, puisqu'aujourd'hui on est à 1,2 milliard pour les droits domestiques, ce qui n'a jamais été vu avant en France, puisqu'on était à l'époque à l'ordre de 725 millions d'euros. Donc il y a une augmentation incroyable. Malheureusement, on voit que le diffuseur rencontre des problèmes financiers et il y a des négociations actuellement entre la Ligue et le diffuseur pour que la deuxième échéance soit honorée. Mais il n'y a pas de renégociation. Vous pensez que ça peut se négocier aussi d'État à État, parce qu'on regarde un peu la Chine et les Chinois, et que l'État français puisse intervenir pour que cette situation soit réglée, parce que autant le Stade Rennais, même si c'est préjudiciable, la santé financière depuis quasiment toujours est un peu assurée, mais certains clubs sont pratiquement en très grand danger. Je ne parle même pas de la Ligue 2. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire sur les négociations actuelles, c'est vraiment du domaine de la Ligue et vous comprendrez que la situation est suffisamment complexe pour qu'on n'ait pas accès à toutes les informations. Par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'a déjà plus accès à nos recettes guichets. Les recettes sponsoring sont forcément altérées aussi puisqu'on peut pas délivrer toutes les prestations. Donc si les droits télé devaient être aujourd'hui mis en difficulté, je pense qu'il y a un bon nombre de clubs qui serait au-devant de graves difficultés, effectivement. On pourrait peut-être repenser à faire recandidater des chaînes comme Canal, beIN, qui avaient les droits, ou d'autres chaînes qui avaient les droits.
C'est pas si simple puisqu'il y a un appel d'offres qui a été fait en 2018. Encore une fois, il y a eu un lauréat qui est Mediapro pour 780 millions d'euros. Canal+ a racheté un lot à Bein. Il y a aussi Free, d'autres intervenants. Mais encore une fois, pour que ce marché soit remis à l'ordre du jour, il faudrait qu'il y ait une défaillance ferme et définitive d'un des acteurs, et c'est pas le cas pour l'instant. Je me tourne vers notre directrice générale Aurélie Rousseau, qui ne rate jamais le TVR BPGO Business Club. On aimerait bien, mais c'est un petit peu cher pour TVR. Malheureusement, même si on a eu la chance de faire en collaboration, et merci au Stade Rennais Football Club, des matchs, deux matchs, oui, Saint-Étienne et Lorient, vraiment avec d'excellents commentaires et vraiment un très très bon moment passé devant notre télé. Marion Rousseau, vous êtes la directrice générale adjointe de la BPGO. Et justement, dans ce contexte de baisse des revenus, quel est l'impact pour le Stade Rennais, quel est l'impact business d'une qualification pour la Ligue des Champions ? Alors, les droits télé de la Ligue des Champions sont de l'ordre de 30 millions d'euros pour un club qui dispute le premier tour, quand pour une Europa League, en fonction du parcours, c'est entre 8 et 14-15 millions d'euros. Donc on voit que le delta est de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros. Et en période difficile, comme la période Covid actuelle, c'est sûr que c'est un bon amortisseur, puisque c'est à peu près ce montant qui nous permet de limiter la perte de la billetterie sur le championnat. Maintenant, on n'a pas accès aux recettes billetterie non plus de la Champions League, qui aurait été exceptionnelle, malheureusement. On n'aura pas de public au stade. Donc, ça aurait pu être encore mieux. Mais c'est vrai que disputer la Champions League cette saison permet un certain amortissement de la crise. On aurait pu remplir 2 à 3 fois le stade, hein. Oui, c'est sûr qu'avec les clubs qu'on rencontre, les 30 000 places seraient parties en très peu de temps. On a déjà 17 000 abonnés, ce qui est historique au Stade Rennais. Et on est certain qu'on aurait, depuis le début de saison, je suis certain que tous les matchs auraient été à huis clos. Emmanuel Tony est président de la CCI 35. Bonsoir, messieurs les présidents. Alors, on reste en Europe. J'ai un peu travaillé avant de venir, ce qui est exceptionnel. Mais non. Augsbourg, Offenheim, Wolfsburg, Newcastle, Wolverhampton, Southampton, Atalanta Bergame, Sassuolo. Le seul point commun de tous ces clubs, c'est qu'ils jouent en Ligue 1 dans leur propre championnat. Et en plus, ce sont des villes de 200 000 habitants, comme Rennes. Alors, est-ce que, comme moi, vous êtes convaincus que la notoriété et l'attractivité d'une ville et d'un territoire, on parlait de Bretagne tout à l'heure, tient aussi à ce genre de phénomène d'avoir des équipes en Champions League? Je pense que c'est indiscutable, hein. Et même avant la Champions League, la notoriété d'une ville, d'une région, son image, sa fierté, elle tient beaucoup dans son club de foot. Et nous, on le voit très très bien, puisque depuis 3 ans, on a les projecteurs de manière un peu plus glorieuse sur nous, et on voit bien qu'on n'a plus du tout le même regard, qu'on n'a plus du tout le même statut, que le Stade Rennais est regardé différemment. Au moment où on parle, on est en tête du championnat de France. Ça nous offre un nouveau statut. Et ce nouveau statut, il est bien évidemment pour le club, mais il rejaillit aussi sur la ville. Il rejaillit sur la ville, il rejaillit sur le moral des habitants. Il y a tout un effet énorme. Et c'est pour ça que cette dynamique qui est la nôtre depuis 3 ans, maintenant, il faut absolument l'entretenir pour qu'elle continue de faire de l'effet, qu'elle nous emmène encore plus haut. Mais comme le dit justement Nicolas, cette dynamique, elle est fragile et il faut en prendre grand soin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se griser et il faut rester dans un mix qui est un mix extrêmement compliqué, qui est un dosage entre l'humilité et l'ambition. C'est-à-dire que il faut rester humble parce que le foot, c'est une affaire humaine avec des poteaux rentrants, des poteaux sortants, des arbitres qui ne sont pas toujours en forme, enfin, des aléas absolument incroyables. Mais en même temps, donc il faut rester humble, mais en même temps, il faut avoir de l'ambition. Et finalement, c'est très breton parce que la Bretagne est humble, parfois peut-être un peu trop, mais la Bretagne, elle a aussi des Bretons qui ont de l'ambition et elle l'a prouvé. Donc on est à l'image de notre territoire et on est en train de progresser en restant très, très focus sur ce curseur de l'ambition et de l'humilité. Une nouvelle question, maître Hélène Lodic-Baron, vous êtes bâtonnier du barreau de Rennes. Bonsoir messieurs, bonsoir Stéphane. Alors on m'a dit qu'il était indélicat ce soir de venir avec une écharpe jaune pour interviewer le Stade Rennais. Il n'y a pas de vert. Je vais rapidement rectifier l'erreur. C'est beaucoup mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Ah, bravo. Bravo. Voilà, messieurs les présidents, je vais parler... Il est un peu particulier ce maillot. Il est un peu particulier ce maillot. Voilà. Voilà, et signé par l'ensemble des joueurs. Vous avez de la chance. Bravo.
Messieurs les présidents, je vais parler gouvernance. Une équipe a un capitaine. Le Stade Rennais a 3 têtes. Un président du conseil d'administration, un président, un entraîneur. Comment est-ce qu'on prend une décision quand on recrute? Qui a le dernier mot? Comment ça se passe au niveau de la gouvernance du Stade Rennais? Alors, déjà, je pense que ça dépend de la volonté de chacun. En ce qui me concerne, je ne sais travailler que de façon collective, en équipe. On est dans un sport collectif. Donc, au quotidien, c'est vrai que toutes les décisions se prennent au niveau sportif avec l'entraîneur, Julien, avec le directeur technique aussi, Florian Maurice. Ce sont vraiment des décisions qui se prennent à 3 tout le temps. Et il faut qu'on soit tous les 3 d'accord pour valider un joueur. C'est ce qui a rythmé notre mercato. Et on faisait le point justement la semaine dernière à l'issue de notre premier mercato commun. Et on était tous d'accord pour se dire que, en tout cas d'un point de vue prise de décision, on avait toujours été en phase. Et ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Donc on est très satisfait. Voilà. Après, sur un point de vue économique, forcément que Jacques est très présent pour la partie du territoire. C'est essentiel à mon sens. Moi, je viens d'arriver. Je n'ai pas du tout de connaissance des interlocuteurs locaux et c'est essentiel dans l'assise d'un club. Il n'y a pas que le côté sportif. Et là, Jacques, pour moi, c'est une richesse exceptionnelle. Et je lui laisse même très volontiers la main sur ce domaine, en m'impliquant également, parce que je dois m'imprégner de ce tissu breton, de ce tissu rennais. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Et j'ai vraiment un maître en la matière à mes côtés. C'est très confortable. Nicolas Olvec, quand on parle aussi entreprise dans un club de football, on pense bien évidemment aux joueurs, il y a des achats, il y a des reventes, mais comme toute entreprise, il faut regarder aussi l'aspect financier, budgétaire, les plus-values aussi de joueurs. Les dirigeants ont parfois, les supporters ont parfois du mal aussi à comprendre cette dynamique économique d'un club de football. On l'a vu avec votre gardien Edouard Mendy qui passe 1 an avec une telle plus-value que ça devient impossible de garder un joueur comme ça, aussi pour une certaine stabilité économique et financière. Non, mais je pense que c'est normal que les supporters ne se préoccupent pas de ces problématiques. Ce qui les intéresse, c'est le prochain match, les résultats, le classement final, la Coupe d'Europe. Ça, c'est l'objectif des dirigeants de préserver cet équilibre financier. Et il est certain que le football, aujourd'hui, est une vraie activité économique. Donc, on doit faire un recrutement sportif, mais un recrutement aussi stratégique pour les années à venir. Parce qu'il y a une inertie incroyable dans le football. Quand vous vous engagez avec un joueur, c'est pas comme avec un collaborateur lambda, vous signez des contrats à temps, à durée déterminée. Donc c'est-à-dire que vous mettez une charge dans vos comptes d'exploitation pour 4 ou 5 ans en fonction de la durée du contrat. Donc c'est pas parce que cette année on joue la Champions League avec des revenus de Champions League qu'on peut se permettre de mettre sur le club des charges qui correspondent à ces revenus qui ne peuvent être que pour 1 an. Donc c'est pour ça qu'un recrutement, un mercato est très compliqué puisqu'il y a la stratégie sportive d'un côté, il faut satisfaire le coach aussi, mais il y a une stratégie économique dont on ne peut pas déroger puisque si on se trompe sportivement les années à venir, on devra assumer des charges qu'on ne pourra pas forcément honorer puisqu'on n'aura pas les mêmes ressources. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut aller sur un recrutement de joueurs à fort potentiel, à plus-value. On a fait cette année beaucoup de joueurs jeunes, entre 18 et 24 ans, hormis le gardien qui en a 27, mais un gardien à 27 ans reste jeune. Donc toute la stratégie et toute la responsabilité en fait du président, c'est de pouvoir mixer entre les ambitions sportives et le respect de certains critères financiers. Grande cohérence et prise de décision collective, on a bien retenu. Hervé Lejeune. Hélène nous a parlé d'un magnifique t-shirt du groupe, enfin du Stade Rennais évidemment. Je voulais juste vous montrer en fait ce joli mi-masque de BPGO. Il n'y a pas de raison, même si celui du Stade Rennais est magnifique et visiblement, Jacques, il n'y a plus de. Il est en rupture. Voilà. Alors les commandes sont repassées, mais il a eu un tel. Mais il est très engouement qu'on n'en a plus pour l'instant. Celui-là est très beau aussi, quasiment en rupture d'après ce que j'entends à côté de moi. On est dans le mercato. Pour l'un et l'autre, quelle est votre plus belle recrue dans l'histoire et celle que vous avez loupée?
Alors moi, je vais un peu mettre en corner. Je vais prendre une expression. Alors, ça, d'abord, la question, enfin la réponse à cette question-là peut rester totalement subjective, à mon avis. Donc je me lancerai pas là-dedans. Mais moi, je me refuse à rentrer dans la surenchère des joueurs et à toujours juger le foot comme si c'était un sport individuel et comme une addition d'individualité, aussi brillante soit-elle. Le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est un sport collectif. Et donc, ce qui compte, c'est pas d'avoir un tel ou un tel ou un tel, c'est d'avoir les joueurs qu'il faut pour bien jouer ensemble et avoir une vraie belle équipe. Et je pense, au moment où je parle, je peux le dire, je pense que ça va se confirmer, qu'aujourd'hui, la griffe du Stade Rennais, la force du Stade Rennais, c'est son collectif. Alors, loin de moi de dire qu'on n'a pas de bonnes individualités, hein. On en a. On a des super joueurs, il y en a encore qui viennent d'arriver, mais on a surtout un collectif, et un collectif au sens large, hein, je parle au-delà des 11, comme je pense on n'a jamais eu à Rennes. Et je pense que c'est ça qui va nous emmener encore plus haut. Oui, je valide tout à fait ce que Jacques vient de dire. Ressortir un individu, c'est pas l'objectif. Peut-être que c'est l'objectif de clubs comme Paris, comme Chelsea, comme Manchester, qui ont les moyens d'aller chercher les plus grands joueurs de la planète. À Rennes, on n'a pas les moyens. En plus, on ne pourrait pas les attirer, puisqu'il faut être aussi lucide. Ces joueurs ne vont que dans des clubs qui peuvent gagner la Champions League. Donc ce n'est pas notre cas. Maintenant, nous, on doit composer une équipe. Voilà. Et aujourd'hui, la force, c'est l'équipe. Et je peux vous assurer que quand on recrute un joueur aujourd'hui, on regarde bien sûr ses performances sportives, mais on a fait très très attention, extrêmement attention à l'état d'esprit des joueurs qu'on a recrutés cet été. Et si vous regardez nos recrues aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans, parce que l'état d'esprit dont ils font preuve est relativement incroyable, c'est exceptionnel même, mais c'est aussi parce que ceux qui composaient le groupe avant les ont très bien accueillis. Donc aujourd'hui, vraiment la force du Stade Rennais, c'est son équipe. Et je ne retirerai pas une individualité parmi d'autres. C'est vraiment l'équipe du Stade Rennais qui est forte aujourd'hui. Marion. Vous avez évoqué les abonnés, vous avez évoqué les partenaires et les sponsors. Comment est-ce que vous gérez justement la billetterie et les places avec les jauges actuellement obligatoires au niveau du Stade Rennais ? Alors c'est un vrai casse-tête. On a réussi à satisfaire à peu près nos partenaires, je dis bien à peu près, puisqu'on ne peut pas les accueillir tous malheureusement chaque match, puisqu'on a plus de 2000 partenaires en siège VIP. Et pour nos abonnés, c'est juste catastrophique. On avait donc 15 000 abonnés grand public et 2000 abonnés VIP cette saison. Et sur les 15 000, aujourd'hui, tous n'ont pas eu la chance de venir assister à un match, puisque sur chacun des matchs, on a ouvert la billetterie uniquement aux abonnés. Les premiers arrivés étaient les premiers servis. Ceux qui avaient vu le premier match n'ont pas pu voir le deuxième, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on n'a même pas pu satisfaire 15 000 personnes. Donc c'est juste catastrophique. On sortait d'une saison historique. On a un public, je pense, comme jamais à Rennes, et on n'arrive pas à les satisfaire. C'est le gros point noir de la saison. Et je peux vous dire que lors du tirage au sort de la Champions League, bien sûr, j'étais vraiment très excité de voir le tirage au sort et de penser à ces 6 rencontres qui arrivent. Mais en même temps, j'avais une pensée pour ce public qui attend ça depuis toujours, puisque c'est la première Champions League à Rennes, et que c'est juste un cas de conscience incroyable pour nous. Et c'est une déception énorme pour nos joueurs aussi, de savoir qu'on va jouer ces matchs avec pratiquement personne dans le stade. C'est une terrible frustration. Terrible, 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 parce que ce qui se passe là cette année, on n'osait même pas en rêver. On n'osait même pas en rêver, et là, ça y est, on y est, et on a des stades, on va avoir un stade, un Roison Park, qui malheureusement va être quasi vide. C'est terriblement frustrant. Vous essayez quand même tous les deux, et avec aussi les partenaires, la ville, d'activer tous les leviers possibles pour, dans un respect aussi des règles sanitaires, parce que ça c'est la priorité, mais quand même essayer d'augmenter si possible la jauge. L'UEFA préconise une jauge à 30% du stade, donc on pourrait penché vers 9000, et on a vu avec 5000 face à face à Monaco, qu'il y avait du bruit dans le stade et que ça pouvait fonctionner. 9000, on se dit que ce serait quand même mieux. Alors le problème, ça, c'est la doctrine de l'UEFA, dont on est soumis à la doctrine nationale. Pour l'instant, on a juste une autorisation à 1000 spectateurs. J'avoue que ça me paraît assez dur, puisque quand on voit toutes les mesures qu'on a prises pour les spectateurs qui venaient au stade, c'est nous-mêmes qui pulvérisons le gel sur les mains des spectateurs. Il y a un flux d'entrée, 1h30 plus tard, il y a un flux sortant. Les gens ne touchent rien, ils vont s'asseoir à leur siège. En termes de traçabilité, je pense que personne ne peut faire ce qu'on fait, puisqu'on sait exactement qui est assis où et à côté de qui.
on peut retrouver exactement toutes les personnes. Donc je trouve ces mesures, bien évidemment la situation est difficile, mais ça je l'entends, mais je ne pense vraiment pas que ce soit dans un stade qu'on génère un cluster. D'ailleurs, j'ai pas écho que quelques stades, que ce soit en France, aient généré ce type de cluster. Donc j'espère que nos appels du pied seront entendus. Je pense aussi que les gens ont besoin de vivre des choses un peu en collectivité, dans les mesures, bien sûr, qui respectent les gestes barrières. Mais aujourd'hui, je pense qu'un match de foot n'est pas un spectacle à risque. Et j'espère que ça va se détendre un peu, se détendre assez rapidement pour que les Rennais puissent venir au stade très vite. Emmanuel. Oui, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, vous êtes aussi un centre de formation et un des premiers en France, avec une belle production de joueurs. Tout le monde, malheureusement, ne devient pas Eduardo Camavinga. Donc, que deviennent ces joueurs qui n'ont pas pu accéder à la Ligue 1? Est-ce que finalement, ils viennent aussi nourrir d'autres clubs de foot en Bretagne? Et puis, est-ce que vous préparez avec eux la nouvelle vie, c'est-à-dire un avenir professionnel qui n'est pas forcément dans le football? Oui, le Stade Rennais, cette année, est classé 2e centre de formation français. Donc, c'est une performance très forte. Il a été très longtemps premier aussi, à la fin des années 2000. Le Stade Rennais, c'est vraiment une histoire autour de la formation. Ça a été un des premiers centres et il est très performant. Le match à Nîmes, je crois qu'on avait 9 joueurs sur les 20 qui étaient issus du centre de formation. Il y a bien sûr Eduardo qui aujourd'hui est la tête de gondole de notre formation, mais il y a aussi Brandon Sopi qui a fait des très gros matchs. Enfin, vous avez encore une fois beaucoup de joueurs qui sont issus du centre de formation. Ce matin, il y en avait 10 à l'entraînement. 10 sur les 20 à l'entraînement. Mais comme vous le dites, on ne forme pas que des joueurs, on forme des hommes aussi. Et pour devenir un grand joueur, il faut être bien structuré, avoir une tête bien faite. Donc l'école est très importante. Cette année, on a 100% de réussite aux examens. On a eu 4 bacs généraux, dont Eduardo d'ailleurs. Donc la formation scolaire fait partie intégrante du projet. Il y a beaucoup de parents pour qui aujourd'hui c'est important, quand ils nous confient leur enfant à 15 ans, que l'école se poursuive, qu'ils continuent leurs études. Parce que comme vous le dites, il y a très peu d'élus. On critique souvent les revenus des joueurs professionnels, mais c'est digne de la sélection des grandes écoles. Hein. Je veux dire, au Stade Rennais, chaque année, c'est 2-3 joueurs d'une génération qui deviendront professionnels. Et encore, ces 2-3 ne feront pas forcément une grande carrière. Et ils mettent tout de côté depuis qu'ils ont 13 ans pour essayer de devenir professionnels. La sélection est juste impitoyable. Ils quittent leurs parents très tôt. Il faut qu'ils soient chaque jour le meilleur à l'entraînement. Il faut qu'ils fassent leurs devoirs le soir. Ils vont en cours le matin. C'est vraiment impitoyable. Et nous, notre objectif, c'est justement de leur donner cette formation scolaire. C'est une obligation, hein, d'ailleurs, que la fédération impose au club, pour que pour tous ceux qui vont échouer, parce que malheureusement, c'est la grande majorité, ils puissent avoir au moins un bagage pour pouvoir rentrer dans la vie active après. Et bien évidemment qu'on essaye de les aider aussi à retrouver des clubs amateurs en Bretagne ou ailleurs pour qu'ils puissent vivre toujours un petit peu de leur passion, parce que souvent ces joueurs-là quand même ont un niveau certain, et dans les clubs où ils vont aller, le président, pour les faire venir, va leur trouver un boulot ou leur trouver une formation. Donc notre objectif, c'est de former avant tout des hommes. Avec Patrick Rampillon, on avait donné une devise au centre de formation qui était « Réussir avec le football, ne pas échouer sans ». Ça résume exactement la question. Hélène. On l'a dit, le Stade Rennais, c'est une entreprise. Les joueurs sont liés par des contrats. Les avocats, d'ailleurs, depuis quelques années, peuvent être mandataires de sportifs. Au-delà du conseil, de l'accompagnement du juridique, qu'est-ce que vous faites notamment pour ces jeunes mineurs qui ont des niveaux de rémunération importants? Qu'est-ce que vous faites pour les protéger d'eux-mêmes, pour les protéger d'autrui? Alors, le problème aujourd'hui, justement, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui tournent autour de ces jeunes joueurs très jeunes. Vous savez, quand un parent a son fils qui rentre au centre de formation, tout de suite, il imagine une carrière forcément à la Zidane ou à la Mbappé, plutôt qu'une carrière où il va se retrouver dans un club amateur. L'agent a une grande facilité à faire croire ça encore plus. Et donc, prendre un agent, ça fait partie du cheminement que les parents ont en tête pour que leur fils devienne professionnel. Malheureusement, souvent, ça ne se passe pas très bien. On essaye d'avoir un rôle de conseil. Le syndicat des joueurs, encore plus, donc l'UNFP, qui est le syndicat des joueurs, essaye d'amener une grosse protection à leur attention avec des sessions de formation qu'on autorise à délivrer au sein des centres de formation. Donc tout au long de l'année, il y a plusieurs modules qui sont dispensés par l'UNFP, donc pour prévenir les joueurs justement de ce qu'il faut faire ou pas avec les revenus qui vont être les leurs, de faire attention à leur agent, d'essayer d'amener une sorte de protection. Nous aussi, on essaye d'avoir la bonne parole, mais c'est vrai que c'est un challenge qui est très fort,
puisque ces agents pensent surtout à la commission qu'ils vont pouvoir récupérer une fois qu'ils seront majeurs et qu'ils partiront. Donc c'est un vrai combat à mener aujourd'hui. Et c'est une partie importante aussi parce que ça peut faire échouer un certain nombre de carrières. Alors Marion et Hervé, vous allez rester à l'occasion de la deuxième mi-temps. On va prendre très rapidement une question rapide et réponse rapide. Emmanuel. Oui, une dernière question sur l'économie. Nous sortons du mercato. On a eu des chiffres à Rennes, mais qui correspondent aussi à notre rang cette année, donc avec des budgets, notamment de Champions League, qui nous permettent de faire des achats et des emplettes de joueurs à des niveaux qu'on n'a jamais connus. Tout ça gonfle énormément, partout, y compris dans les premiers clubs européens. Où est-ce que cela va s'arrêter? Est-ce que c'est infini? Est-ce que les arbres montent au ciel ou à un moment, il y a une fin? Non, déjà cet été, le marché était très impacté par le Covid, puisqu'il y a eu pratiquement 45% de montants de transfert en moins par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'on était sur un trend incroyable depuis 5 années. Maintenant, les grands clubs deviennent de plus en plus riches. Sans le Covid, on aurait eu les premiers clubs à 1 milliard d'euros de budget cette saison. L'écart entre les plus gros et les plus petits augmente de façon exponentielle chaque saison. Ça va être un problème puisqu'ils ne peuvent pas jouer à 7 ou à 8 de toute façon. Donc ils auront toujours besoin de clubs comme Rennes ou de clubs encore plus petits. Donc ça va être un des gros challenges de l'UEFA, c'est-à-dire de peut-être trouver une clé de répartition pour que les gros redistribuent un petit peu aux plus petits. Sinon le foot va mourir. Aujourd'hui, on sait très bien que peut-être 7 ou 8 clubs peuvent gagner la Champions League. Quand il y a une dizaine d'années, c'était accessible à peut-être une quarantaine de clubs. Et si on continue comme ça, les demi-finales seront connues à l'avance chaque saison. Et je pense que le foot ne peut pas se permettre ça. Vous appelez une grande solidarité entre les clubs. Hélène. Oui, une question pour le président Delanoë. Il y a une identité bretonne. C'est quoi l'identité du Stade Rennais ? C'est son histoire, c'est son âme. Et c'est pas le fantasme d'un club qui n'aurait que des Bretons dans ses joueurs. Ça, c'est un fantasme qui a existé, que les Basques avaient d'ailleurs mis en scène à une époque. Ça, on n'y croit pas. Après, on est très fiers d'avoir des Bretons dans l'équipe. Il y en a d'ailleurs pas mal. Et il y en a dans tous les ans, il y a au moins un Breton dans l'équipe. Mais au-delà de ça, quand je parle de l'âme du club, c'est cette valeur de combativité, c'est cette valeur d'humilité, c'est cette valeur d'ambition, c'est cette fierté d'appartenance au territoire. Aujourd'hui, la Bretagne est indissociable du Stade Rennais. Mais je parle vraiment de l'identité. Si je voulais faire une image, j'ai envie de dire le Gwenadu, il est rouge et noir, quoi. On est vraiment là-dedans. On a beau être à Rennes, une ville qui est en Pays Gallo, vous avez le Brogose à tout début de match, et tant mieux. Et loin de nous l'idée de l'enlever. Mais je pense que même si on voulait l'enlever, et je le redis, loin de nous de l'idée de l'enlever, bien au contraire, ça créerait un tollé, parce que dans le Roison Park, ceux qui y viennent, le Gwenadu flotte. Enfin, on est breton, et je pense que dans notre motivation, dans notre stimulation, et même si les joueurs sont pas eux tous d'origine bretonne, il y a cet attachement au territoire, à la Bretagne, à ses valeurs, qui compte énormément. Enfin, ça c'est peu à prouver, hein. Et cette âme, pour bien l'apercevoir, c'est bien évidemment d'aller au Roison Park, mais surtout de poursuivre la visite dans votre musée des légendes. Vous en êtes le père, la galerie des légendes. Vous en êtes le père. Et vous avez dans la galerie des légendes. Et là, on perçoit l'âme rouge et noire. Bah oui, et vous avez par exemple la liste complète de tous les joueurs bretons ayant joué en équipe première du Stade Rennais. Je crois qu'il y a plus de 200 noms, donc on est vraiment là. Et la Bretagne, quand vous regardez l'histoire du Stade Rennais, au-delà des Hermines, au-delà de son logo, etc., elle est partout et en permanence. On va remercier vraiment Emmanuel Tonier, le président de la CCI de Rennes, CCI 35, et Hélène Ledic-Baron, Madame le bâtonnier, pour ces évocations. Petit jingle, et nous accueillons non pas des remplaçants, puisque l'équipe est composée d'une trentaine de membres pour poser les questions aux invités économiques du TVR BPGO Business Club. D'autres titulaires viennent nous rejoindre. Merci Éric Chalambelval, le PDG SAS de la Feuille d'Érable, et merci à vous Laure Quatrebeu, chargé de mission Université de Rennes. Merci à vous deux pour les questions que vous allez poser dans un instant. Hervé Lejeune, on repart sur le tempo des questions en rappelant vraiment le thème et la thématique de nos échanges. Le Stade Rennais, du spectacle à la réalité. Le titre n'a pas changé. Puisqu'on est toujours dans les médias, comment on gère, en fait, Jacques Delanoë en a parlé tout à l'heure,
Comment on gère des médias qui le samedi vous encensent et le dimanche vous détruisent? Comment on peut gérer ça? En gardant la tête froide. En gardant la tête froide, c'est-à-dire en ne se grisant pas quand ça va bien, voire très bien, et en ne déprimant pas quand ça va mal, voire très mal. Il faut essayer de garder toujours une constance, parce que sinon, on serait soumis à des montagnes russes et on aurait très très vite mal au cœur. Enfin, je sais pas, tu peux peut-être répondre. Le mieux, c'est de ne pas trop les lire, de ne pas trop les écouter, de ne pas trop les regarder. Très sincèrement, c'est, en ce qui me concerne, quelque chose qui ne me touche pas ou pas du tout, parce que je n'y fais pas attention. On ne peut pas gérer un club, justement, en prenant attention aux journalistes. Ce qui compte, c'est l'intérieur du club, l'intérieur du vestiaire, l'état d'esprit du coach. Ça, ce sont des éléments qui sont révélateurs tous les matins. Et encore une fois, comme le disait Jacques, c'est pas parce qu'on gagne un week-end et qu'on est premier qu'on est les meilleurs, mais c'est pas parce qu'on perd et qu'on est les derniers qu'on est aussi bon à jeter à la poubelle. C'est pas si simple, le football. Donc, il faut rester bien concentré sur son entreprise, être présent du matin au soir, ressentir tous les départements de son club, pas que le sportif, parce qu'encore une fois, un club, c'est une entité complète et les gens de chaque département au quotidien ont aussi une performance à assurer, et le mieux ils l'assurent, le plus c'est facile pour l'équipe le week-end. Parce que le mieux on met les joueurs dans les conditions pour jouer, les résultats seront les meilleurs possibles. Donc chacun a son rôle, et ce qui compte, c'est vraiment l'intérieur de l'entreprise. L'extérieur, après, c'est le rôle des journalistes. Marion Rousseau, directrice générale adjointe de la BPGO. Oui, en complément, effectivement, il y a la partie journaliste, mais il y a également la partie réseaux sociaux avec toute la logique de e-réputation, alors du Stade Rennais, mais également des joueurs. Comment est-ce que vous gérez ces aspects-là, sachant qu'il y a un aspect affect extrêmement fort dans la relation au Stade Rennais et aux joueurs? C'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des joueurs. On les prévient énormément. Un post peut avoir des conséquences dramatiques parce qu'ils sont aussi très jeunes. Donc on essaye de les prévenir au maximum. Ceux qui sont très bien entourés, qui ont des agents assez structurés, ont des community managers qui s'occupent de leur compte. Donc ceux-là sont assez protégés. Mais ce qu'on leur conseille, c'est de communiquer le moins possible parce qu'ils sont forcément observés par des communautés de leur âge avec un nombre de personnes incroyables. Donc le plus gros conseil qu'on leur donne, c'est vraiment de faire très attention à cela. Et on est très vigilant, justement. Il y a des personnes au club qui sont en charge de surveiller leur compte en permanence pour essayer de voir chaque petit détail qui pourrait faire dévier leur communication. Et on a vraiment une attention très forte à ce sujet. D'autant plus que moralement, il faut être armé, parce qu'il n'y a pas de cadeau. Ça peut être d'une violence inimaginable, souvent en profitant de l'anonymat des réseaux sociaux. Donc, effectivement, on leur conseille de faire attention. Voilà. Éric, nouvelle question. Éric Chalon-Belval, président de la Feuille d'Érable. Nicolas, vous êtes diplômé d'un master de management et vous dites souvent, je ne suis pas un technicien du foot. Et vous ne voulez pas être ingérant dans la partie purement sportive. En quoi c'est un atout pour un manager que vous êtes de ne pas être un technicien? Ma question, c'est vraiment une question de votre vision du management, parce que vous êtes un manager d'une grande entreprise qui est le Stade Rennais aussi, et que parfois on a vu beaucoup d'erreurs managériales dans les entreprises classiques par des gens qui sont des super techniciens. Or, il n'y a pas forcément toujours un lien entre être un super technicien et un bon manager. C'est quoi un bon manager du Stade Rennais pour vous? Je pense que c'est celui qui arrive à faire travailler tout le monde ensemble. Déjà, le sportif et l'administratif. Souvent, dans les clubs, il y a des scissions entre les deux parties. L'administratif est souvent jaloux du sportif. Donc, c'est déjà faire que ces deux entités se parlent, se respectent, s'écoutent. Et après, non, je ne suis sûrement pas un technicien du football. Mon rôle, c'est justement d'avoir ce recul et de ne pas faire de recrutement sur l'aspect passionnel d'un joueur, et d'avoir cette possibilité de prendre en compte les éléments financiers, l'environnement du joueur. Et moi, je dois écouter le directeur sportif et l'entraîneur pour la partie sportive. Le directeur sportif va aussi sur la partie justement de l'environnement du joueur. Moi également, c'est de prendre le maximum d'informations et d'essayer d'avoir justement le recul nécessaire sur la partie sportive pour avoir une vision stratégique, économique à long terme. Et donc, c'est mon rôle de m'entourer de super techniciens, que sont l'entraîneur, le directeur technique, le directeur financier, le directeur juridique, et de faire le mix de tout ça, de les faire travailler ensemble pour qu'on fasse le meilleur recrutement possible.
Donc c'est mettre en collectivité le maximum de compétences possibles et de prendre la bonne décision à la fin par ces avis très spécifiques de chacun. Laure, pour l'Université de Rennes 1. Peut-être pour approfondir la question de la formation. Donc vous avez souligné l'importance de former des têtes bien faites. Vous avez parlé de l'obtention du bac. Est-ce que certains vont au-delà et comment ils arrivent à concilier études et vie d'un sportif de haut niveau? Alors c'est vrai que les études au-delà du bac sont beaucoup moins fréquentes parce qu'il faut savoir qu'un joueur de foot doit se dédier complètement à son activité. Il n'y a pas que la séance d'entraînement, mais un joueur de foot, il travaille du matin au soir. Le repos, la récupération fait partie de l'entraînement. Il doit aller aux soins. Il y a les aspects médiatiques aussi. Donc il faut qu'il soit focalisé complètement sur son activité professionnelle. Alors il y en a quelques-uns qui arrivent. Ce sont des exceptions, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, notre rôle, c'est de leur donner au moins ce bac ou ce BTS ou ce BEP pour que ceux qui vont échouer puissent continuer après. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que celui qui va échouer dans sa carrière de footballeur, il faut qu'il puisse continuer ses études. Donc au moins l'amener jusqu'à ce niveau de diplôme pour qu'il puisse continuer. Celui qui va passer professionnel en a moins besoin parce qu'il va faire de sa passion son métier et il va bien vivre de son métier normalement. Donc notre rôle, c'est d'apporter à ceux qui ne vont pas pouvoir devenir professionnel le niveau de diplôme suffisant pour qu'ils puissent continuer ensuite. Marion, nouvelle question. On constate une évolution de la société dans sa façon de consommer le football sur les dernières années, notamment avec l'arrivée de plus de femmes dans le public, également des spectacles plus familiaux. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là et comment vous amenez un peu ces notions de show un peu à l'américaine qu'on a pu connaître dans d'autres types de sports ? Alors c'est vrai que si on veut augmenter les affluences dans les stades, ça passe forcément par attirer de nouveaux publics. Ces nouveaux publics, ce sont bien évidemment les femmes et les familles. Donc la première chose, ça passe par la sécurité qu'on apporte à ces gens qui veulent venir tranquillement assister à un beau spectacle en famille. Et on a la chance à Rennes d'avoir un public fantastique, fervent, et je l'ai dit avant d'arriver. Vraiment, il y a une ambiance exceptionnelle au Roison Park. Et j'ai jamais ressenti d'insécurité comme on peut en avoir dans beaucoup de stades. Et ça, c'est une chance au Stade Rennais. C'est une chance qu'il faut préserver parce que ça peut vite tourner. Et si on veut faire venir les femmes et les familles, on doit avoir ce côté festif, cette ambiance exceptionnelle, mais apporter cette sécurité parce que vous n'aurez pas envie de venir au stade avec vos enfants si vous avez peur de la réaction du public, si vous avez peur avant le stade, à la sortie. Donc on doit préserver cet environnement sain, mais avoir en même temps cette ambiance fantastique. Et je crois qu'aujourd'hui, Rennes peut se féliciter d'avoir peut-être ce meilleur mix, très sincèrement, et je ne dis pas ça parce que je suis à Rennes aujourd'hui, je le pensais avant de venir, et Rennes offre ce spectacle, et c'est pas pour rien que l'année dernière, hormis le PSG, le plus gros taux de remplissage en France d'un stade, c'était le Stade Rennais. On était à plus de 25 000, avant le Covid, si j'ose dire, mais on était à plus de 25 000 de moyenne par match, et le cœur du spectacle reste le match, bien sûr, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire une kermesse, mais sincèrement, à Rennes, vous avez un village d'animation qui est exceptionnel avant les matchs. Vous avez toutes sortes d'animations. Vous avez des éclairages LED et lasers, etc., qui nous permettent de faire vraiment le show au moment de l'entrée des joueurs. On a beaucoup progressé. On a des tifos qui sont réputés dans l'Europe entière. Il y a même des journaux anglais qui ont fait des reportages dessus. Donc le Stade Rennais est maintenant vraiment réputé comme un des stades où l'ambiance est la meilleure. Et ça, c'est remarquable parce qu'on a longtemps entendu qu'à Rennes, il y avait des spectateurs et pas des supporters ou de ce genre de choses. On n'est plus du tout là-dedans. Il y a des moments incroyables. Enfin, tout ce qu'on a vécu l'année dernière en est la preuve. Il nous reste moins de 5 minutes pour les questions. Hervé, questions rapides, réponses rapides. Jacques, vous parliez de ce qui anime en fait, et ce côté fête, spectacle en fait autour du match. On voit un grand nombre d'entreprises qui sont aussi autour du Stade Rennais. Je pense aux galettes de saucisses, mais pas que. Est-ce que vous avez prévu d'essayer de les aider pour une profession qui est en train de souffrir terriblement pendant cette période de Covid ? Les aider, la meilleure façon de les aider, c'est que le public puisse revenir et puis qu'ils puissent retrouver le business qui était le leur avant. Tant qu'il y a personne dans les stades, tout simplement ils viennent pas. Alors, je pense que je parle sous réserve, mais je pense que quand on est à la jauge 2000, je suis même pas sûr qu'il y ait un stand de galettes de saucisses sur la route de Lorient. Non, et de toute façon, ils ont été interdits puisque ça génère des attroupements et déjà que les bars et les restaurants ont des problématiques de gestes barrières. Donc là, imaginez pour ces vendeurs, c'est terrible.
Bon, on va après appeler à la grande clémence de Madame la préfète de région qui avait été à votre place il y a quelques mois ici. Laure, question. Une question courte. À quand une équipe féminine en division 1 Arkema du Stade Rennais? Alors, déjà, on va constituer l'école de foot. Je pense que comme une maison, il faut commencer par les fondations. Donc, l'objectif du club, c'est vraiment de mettre en place dès l'année prochaine cette école de football pour les petites Rennaises qui ont envie de porter le maillot rouge et noir et qui aujourd'hui, malheureusement, ne peuvent pas le faire. Donc, Romain Danzé est sur le projet et je peux vous garantir que déjà à la rentrée prochaine, on aura une école de foot pour les jeunes filles rennaises. Et après, à nous de bien les former pour que dans quelques années, on puisse avoir une équipe au plus haut niveau national. Éric. Alors Jacques, vous avez le football en passion, mais pour vous connaître un petit peu, je sais que vous êtes un homme multifacette avec d'autres passions et je vous ai vu être un grand photographe en réalité. On a fait un voyage ensemble et vous faisiez des photos avec un petit appareil Leica en noir et blanc qui était formidable. J'aimerais bien que vous nous parliez de l'esthétique du football parce que je pense, je vous connais pas suffisamment, mais il y a un lien entre la photographie et J'y suis extrêmement sensible à l'esthétique du foot parce que pour moi, et à Rennes, on a beaucoup travaillé ça. Je vais vous en donner plusieurs exemples. D'abord le stade. Le Roison Park aujourd'hui, c'est un des plus jolis stades de France. J'insiste. Et on a commencé à circuler un petit peu en Europe. Le Roison Park est vraiment magnifique. Il est magnifique parce que, par exemple, il est strictement à l'identité du stade, c'est-à-dire tout est rouge et noir. Vous n'avez pas de publicité quadrichromie ou de choses comme ça. Tout est et on l'a encore. J'ai envie de dire amélioré cet été. Donc on fait vraiment très attention à ça. Et puis après, il y a une esthétique du football, mais une esthétique populaire. Donc c'est la plus belle esthétique. C'est pas une esthétique élitiste pour réserver à une élite, etc. Du tout. Alors les tifos sont magnifiques et les tifos, c'est les plus beaux d'Europe. Hein. C'est le RCK qui les fait et qui les fait vraiment eux, parce que je dirais même que dans leur souci d'indépendance, etc. On ne participe même pas, on les finance pas, etc. C'est vraiment là, c'est eux qui payent avec leurs deniers, etc. Et tout ça participe à l'esthétique du football. Et puis après, il y a une autre esthétique du football, qui est le spectacle qu'on voit sur le terrain. Et aujourd'hui, tous les amateurs de football, et encore peut-être encore plus cette année, s'accordent à dire qu'un des plus beaux footballs qui est pratiqué en France, c'est celui qui est pratiqué à Rennes, avec des joueurs élégants. Alors on pourra en parler des heures, et c'est pas ce soir, mais oui, il y a une esthétique du football, et c'est très important. On arrive au terme de cet entretien avec vous deux. L'émission n'est pas encore terminée, mais nous allons passer au Save the Net. Vous êtes des observateurs aussi des rendez-vous, des grands rendez-vous économiques, et c'est tout de suite en compagnie de Claire Griot. On démarre, Stéphane, avec une question. La technologie peut-elle répondre en partie à l'urgence climatique? Ce sera le thème de la matinale organisée par le Pool le jeudi 22 octobre dès 8h30. Parmi les intervenants de cette matinale, dont le thème est tech et urgence climatique, il y aura le climatologue Jean Jouzel ou encore Laurent Pérignon d'Energy Observer Développement. À noter que cette matinale est organisée en ligne en format webinaire. Inscription sur le site du Pool. En ligne toujours, cette fois sur le gaspillage alimentaire. Le 5 novembre prochain se tiendra un symposium sur le gaspillage alimentaire. 200 acteurs européens seront réunis lors de cet événement dont la vocation est de sensibiliser les agri- et agro-industries au thème du gaspillage alimentaire en leur apportant des solutions aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. C'est un web event organisé par Valorial. Et on termine avec un appel à projet publié par la Fondation d'entreprise Grand Ouest. Cette fondation d'entreprise soutient les associations et les chercheurs du Grand Ouest qui se mobilisent et innovent pour accompagner les personnes les plus fragilisées à cause de la crise sanitaire. Cet appel à projet, doté d'une enveloppe de 150 000 € a pour objectif d'aider la communauté scientifique. Les candidatures sont à déposer sur le site de la Fondation. Vous avez jusqu'au 30 novembre 2020. Merci beaucoup Claire pour toutes ces informations. J'aimerais une dernière question. Ce sera pour vous.
Hervé, vous la posez parce que vous allez terriblement nous manquer. Posez votre question et on dira, parce que le délégué général de l'UE35 va partir le 1er décembre prochain pour d'autres grands challenges à Paris auprès de la G2R. Vous allez rentrer au COMEX, vous allez être 5-6 personnalités les plus importantes de ce très très grand groupe. Je dirai un mot sur vous après, mais posez votre dernière question. Après avoir entendu ça, c'est compliqué de poser une question à des gens aussi exceptionnels qui sont en face de moi. On parle de Covid. Juste pour finir un peu là-dessus, comment vous gérez les joueurs et comment vous gérez la situation actuelle? C'est-à-dire, est-ce que vous les contrôlez combien de fois par semaine et vous gérez leur vie un peu privée, extérieure? C'est notre plus gros cauchemar. On doit les tester 48 heures avant chaque match. Donc là, imaginez, on rentre dans une séquence jusqu'à fin février à un match tous les 3 jours. Donc ils seront testés tout le temps. Et à chaque fois qu'il y a un test, on se demande qui va nous manquer le week-end prochain et pour combien de temps. Donc c'est juste catastrophique. Depuis le 22 juin, on vit ça toutes les semaines, tous les week-ends. Maintenant, ce sera tous les week-ends, tous les mercredis. Quand vous avez un joueur qui est positif, il faut forcément le mettre à l'isolement très vite, en espérant qu'il ait contaminé personne d'autre. Ça veut dire que vous l'avez perdu aussi pour 1, 2, 3, 4 matchs. Ce qu'on fait, c'est qu'on a eu beaucoup de messages très forts pour eux-mêmes, qui se protègent le plus possible, même de leur famille, qui ne reçoivent pas grand monde ou très peu de monde. Maintenant, vous imaginez, la plupart ont des enfants qui vont à l'école. Comment faire avec ces enfants? Donc c'est juste un casse-tête pas possible. Pour l'instant, on a été à peu près préservés. On a juste eu une séquence avec 3 joueurs d'un coup, juste après la première journée de championnat. C'est le plus gros cas qu'on ait eu. Sinon, ce sont à chaque fois des individus isolés, heureusement. Mais c'est vrai que c'est juste dramatique. On fait un test encore demain matin pour le match de vendredi. Et à chaque fois, on attend avec impatience les résultats le soir pour être sûr qu'on bénéficie de l'entièreté de l'effectif. Voilà, ce sera votre dernière question. En tout cas, il y aura certainement d'autres rendez-vous. J'aimerais vraiment vous remercier parce que c'est le chroniqueur, c'est le délégué général de l'UE35, mais c'est aussi l'ami. Merci pour ces 10 années de compagnonnage parce que avec l'UE35, et merci aussi à vos présidents, je pense à Joël Chéritel, à Philippe Jolivet et puis à Hervé Kermarek. Vous avez permis aussi au TVR BPGO Business Club, avec vos voyages en compagnie notamment vraiment de Bruno Cressard, de nous permettre à TVR de comprendre, de décrypter aussi l'économie à travers les territoires en Europe, mais ça nous a amené à Dubaï. L'année dernière, nous étions au Québec, au Canada, New York. Enfin, merci vraiment pour tout. Alors, un grand merci pour Jacques Delanoë et puis Nicolas Olweck aussi, parce que je vais me lever quand même. Dominique Jamotto va être peut-être un petit peu embêté au niveau des caméras, mais voilà. Ça, c'est de la part de l'équipe du TVR BPGO Business Club. Vous allez le voir. Vous allez être bientôt sur le toit de l'économie nationale, mais avec cet objet et ce maillot frappé de la Ligue des Champions, vous aurez toujours matière vraiment à revenir au Roazhon Park, vous, un grand supporter du Stade Rennais. Voilà, et vous avez le numéro 10. Hein. Un énorme merci. Un énorme merci. C'est des moments exceptionnels, avec des gens exceptionnels, avec des invités exceptionnels qui se sont succédés. Une pensée particulière avec Jacques, parce que j'adore Jacques aussi. Et vous, évidemment, Stéphane, c'est d'abord une histoire d'amitié et c'est une vraie passion. C'est faire passer l'économie et montrer que le patronat, en fait, et l'entreprise en général, a sa place dans la société et que c'est pas toujours avec ces cauchemars qu'on peut entendre ou lire dans la presse et dans l'opinion publique. Vraiment, on a sur ce territoire de l'attractivité et des entrepreneurs qui se battent pour leur territoire. Bon, puis le numéro 10, c'est le maillot de Kamavinga. Absolument, voilà, le jeune numéro 10, meneur de jeu, et puis surtout, regardez sur le côté, voilà, avec aussi les étoiles de la Ligue des Champions estampillées là sur la manche à droite. Merci beaucoup Hervé pour tout ce qui a été donné à TVR avec ces 10 années. Merci infiniment. Maurice Bourrigaud, le directeur général, bien sûr, de la BPGO, s'associe aussi à cet hommage du maillot. Merci Jacques Delanoë, merci Nicolas Olweck. J'espère que vous avez passé un très beau moment pour voir aussi le Stade Rennais Football Club d'une manière d'un petit peu le pas d'à côté, parce que c'est avant tout une entreprise économique, magnifique entreprise. Et puis on croise les doigts, allez Rennes, cette saison sera magique et
Je suis persuadé que rien ne nous empêche d'être dans les 3 premières places sans être forcément 3e. On peut peut-être aussi sortir. Il y a un groupe, il y a une équipe, on l'a vu encore ce soir. Je crois qu'on peut vous applaudir et applaudir l'ensemble aussi des joueurs, entraîneurs, staff. Merci à vous deux et grosse bise Hervé. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.